Est-ce que les personnes à distance, mais on n'a pas de réponse, mais j'espère que vous nous entendez bien aussi. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue chez Vista Santé. Je me présente, je m'appelle Caroline Lafay-Labarthe, je suis directrice générale adjointe en charge des opérations de Vista Santé, centre qui a ouvert en 2020. Je laisserai Alice en parler. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir autour d'une conférence qui nous tient à cœur parce que ça fait partie de notre ADN, cette activité physique adaptée. Donc je vais laisser la main à Alice pour vraiment vous présenter le centre. N'hésitez pas à la fin de cette conférence à nous poser des questions si vous en avez. Vous avez aussi des professionnels qui travaillent au sein de ce centre, donc qui pourront aussi vous répondre. Je vais laisser la main à Alice pour vous présenter et ensuite place à la conférence. Merci Caroline. Eh bien bonsoir à tous et bienvenue donc au présent et à la quarantaine de personnes qui est en ligne et qui nous regardent ce soir. Donc bienvenue chez Vista Santé, donc le centre sport santé à Saint-Herblain. Donc nous sommes labellisés Maison Sport Santé depuis maintenant 1 an, donc on a été labellisés en janvier 2022. Et on regroupe tous les corps de métier à Vista Santé qui sont liés à la pratique sportive. Donc nous avons cardiologue du sport, médecin du sport, ostéopathe, podologue, orthoptiste, kiné, maître nageur, sage-femme également. Donc voici toute la liste, coach en sommeil et j'en passe encore, au sein du centre pour accompagner au mieux les personnes en quête d'activité physique ou de pratiques sportives en compétition. Donc on a différents espaces, donc là vous êtes sur le plateau fitness, donc c'est sur ce terrain qu'ont lieu les séances d'activité physique adaptée. On réalise également des séances de sport santé. À côté, on découvrira tout à l'heure le plateau kinésithérapie. On a également un pôle médecine du sport, une balnéothérapie et une cryothérapie corps entier. Je vais laisser la main à Hugo, qui va être ce soir l'animateur de la soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Du coup, je suis Hugo Illy, enseignant en activité physique adaptée chez Vista Santé. Pour la conférence de ce soir, tout d'abord, merci à tous d'être venus et à ceux qui sont en présentiel également. Cette conférence va être divisée en 3 parties. La première partie, on va avoir Pierre et Charles de la Astra Nutrition qui vont vous présenter une bonne partie du début de la conférence. Et on aura également des témoignages de Ludovic Ardouin, Pauline Guyader, Olivier Poulard, Antoine Brignon et Julie Gesselin, qui ont différentes spécialités. Ludovic qui est chirurgien, Pauline qui est rhumatologue, Olivier du coup qui était un de mes pratiquants en APA et qui va bientôt revenir en APA avec moi aussi. Antoine Brignon qui est kiné ici également, kinésithérapeute du sport, et Julie Gesselin qui est enseignant APA en libéral sur Nantes. Donc pour la première partie, je vais inviter Pierre et Charles à venir présenter leur diaporama. Aujourd'hui, ça va se passer un petit peu comme sous forme d'une table ronde. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout à nous arrêter, et à ce moment-là, on pourra y répondre. À la fin de leur présentation, il y aura une partie témoignage où les témoins du coup viendront répondre à des questions, et si vous en avez encore à en poser, vous pouvez évidemment arrêter, et donc du coup, on y répondra. Donc la première partie, elle s'intitule « Qu'est-ce que l'activité physique adaptée ? Comment, à qui et pourquoi prescrire ? L'orientation et vers qui ?» Comment et vers qui ? On a juste appuyé. Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors moi je suis Charles Guignon, enseignant en activité physique adaptée, donc comme Hugo. On peut prendre celui-là pour le début. Vas-y, je te laisse te présenter. Pierre Caillot, médecin de santé publique à l'Astra Nutrition. Tout d'abord, merci de nous donner l'opportunité de discuter avec vous, de vous présenter ce que vous connaissez déjà sur l'activité physique, mais bon, on aime bien venir dans des lieux de soins, dans des lieux de pratique pour justement aborder la thématique de l'activité physique avec des professionnels de santé, des professionnels du monde sportif et puis aussi des pratiquants. Donc n'hésitez pas à la fin à nous poser moult questions. On sera ravis de pouvoir y répondre si on a la bonne réponse. Donc
Avant toute chose, là où on travaille avec Pierre, donc on travaille à la SRA Nutrition, donc structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Alors c'est pas grave si vous vous souvenez pas de ce que ça veut dire, nous avons un très beau site internet. Mais entendez nutrition comme alimentation et activité physique, on va aborder les deux thématiques. Et il faut savoir qu'on est financé par 3 ministères en région, donc santé pour l'ARS, sport pour, enfin Drages pour ministère des Sports et ADEME pour ministère de la Transition écologique. Et notre mission principale, si vous avez une seule chose à retenir sur la SRA Nutrition, c'est d'accompagner les professionnels et animer le réseau des acteurs concernés par la nutrition, donc par l'alimentation et par l'activité physique. Ça, vous pourrez retrouver également tous nos champs d'action sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur la dénutrition, avec un dispositif régional Dénut, article 51, et sur l'obésité, avec aussi un dispositif régional, article 51, Obépédia pour l'obésité pédiatrique. Donc, avant de présenter, de parler de ce qu'est l'activité physique adaptée, on aime bien avec Pierre reparler des bases, c'est-à-dire l'activité physique. Qu'est-ce qu'on entend par activité physique? Parce qu'on n'a pas tous le même regard sur l'activité physique. Donc, je vais laisser Pierre prendre la parole sur le début. Merci Charles. L'activité physique, avant toute chose, de la définir ensemble. Alors je suis désolé, il y a des visages que je reconnais, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà eu un petit peu ce topo ou cette même forme. L'activité physique, c'est important. Nous, avec Charles, on l'a défini à chaque fois parce qu'il faut se rendre compte qu'on a une vision, enfin une définition et une vision, parce que c'est la définition la plus communément admise, à tort à mon avis. C'est le côté très biomédical du mouvement, en disant que c'est une contraction de muscles squelettiques qui entraîne un mouvement, et donc une dépense énergétique supérieure à celle du repos. C'est pas que c'est faux cette définition, c'est juste que ça reflète pas du tout l'activité physique telle qu'elle se mobilise dans nos vies. Donc c'est totalement imparfait. C'est comme résumer des aliments à leur valeur calorique. C'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est pas comme ça qu'on mange. Donc c'est le même concept sur lequel on se bat un petit peu, et sur lequel ce phénomène-là de résumer l'activité physique à la contraction musculaire, on va rapidement tomber dans le panneau de la vision calorique, et donc que le sport est vu comme un brûleur de calories, et soit on tombe dedans, soit on entretient ce phénomène-là qui est trop largement répandu dans les réflexes des gens, et quand ils viennent faire de l'appât derrière, il y a tout ça à déconstruire. Donc plutôt voir l'activité physique telle qu'elle est, c'est-à-dire une pratique sociale qui est mobilisée dans différents enjeux, que ce soit, ça peut être à vertu hygiénique, à vocation de transport, à vocation de loisir, à vocation qu'est-ce que j'ai oublié encore, de travail. On en parle beaucoup en ce moment, mais voilà, effectivement, c'est tout ça l'activité physique, c'est la façon dont on interagit avec le monde qui nous entoure, tout simplement. Donc ça peut être effectivement une partie d'exercice très cadrée, mais c'est aussi et surtout tout ce qu'on mobilise dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire des mouvements complètement inconscients. Donc on peut résumer ça de cette façon-là, avec cette vision de dire ces différentes sphères, et ces différentes sphères, elles bougent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles évoluent tout au cours de nos vies. Il n'y a personne ici dans la salle qui a bougé de la même façon depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on a des ruptures de vie, grosso modo, que ce soit l'entrée à l'école primaire, l'entrée au collège, quand on a un travail, quand on a des enfants, quand on passe à la retraite, et quand on a une maladie chronique, et bien à chaque fois, nos façons de bouger évoluent, et on doit composer avec ça. Et ça, c'est important qu'on garde ce schéma-là en tête, parce que ça permet de sortir les gens du côté « moi je fais » ou « je ne fais pas ». Quelque chose d'assez binaire, moi je suis actif, ou moi je suis sportif, ou moi je suis pas sportif, c'est pas pour moi. Cette réflexion-là, ce discours-là est assez clivant, assez enfermant, même quand on va accompagner les gens, parce que on est sur quelque chose de très binaire, et c'est plutôt de les accompagner sur comment je fais aujourd'hui, comment j'ai fait avant, et comment j'aimerais faire demain, ce qui va être beaucoup plus intéressant. Donc un schéma un petit peu plus light et peut-être plus facile à imprimer et à montrer aux gens pour dire, bah voilà, dans mon accompagnement, quand je vous parlerai de mouvement, ce sera tout ça qui m'intéresse. Donc ça peut être un peu plus facile pour en parler. Un deuxième terme après celui d'activité physique que j'aimerais définir avec vous, celui d'inactivité physique. Pourquoi? Parce que pareil, il est beaucoup utilisé, même dans la presse grand public, en disant que les gens inactifs sont une part importante de la population. Juste reprendre pourquoi ça existe ce terme-là d'inactif, c'est que quand on fixe un seuil, ici ce que j'ai mis avec la photo de la Villénie, c'est quand on fixe un seuil, c'est-à-dire qu'on veut faire de la recherche, on compare une population sur un temps donné, ou deux populations entre elles, on va mettre un seuil, on va dire qui est au-dessus, qui est en dessous. Ceux qui sont au-dessus, on va dire que ce sont notre population active, puis ceux qui sont en dessous, par abus de langage, on va dire ce sont notre population inactive. Mais en pratique courante pour vous,
d'utiliser ce terme-là, ça va être contre-productif parce que par rapport à ce qu'on vient de voir avant, tout le monde est déjà actif. S'ils sont en face de vous, ils sont actifs. Ou ils l'ont été plus ou moins avant, et ils le seront plus ou moins demain, mais ils sont actifs. Donc de dire vous êtes inactif et après de vouloir engager sur qu'est-ce que vous faites comme activité physique, ils vont pas comprendre les gens. Donc plutôt l'utiliser avec grande modération, voire ne pas l'utiliser. Dernier terme à définir ensemble, celui de sédentarité. Après, Charles définira l'APA avec vous. Mais celui de sédentarité, c'est important, c'est que c'est tous les moments où on est assis ou allongé en dehors du sommeil. Et pourquoi on définit ça à chaque fois, désormais, avec les médecins et avec les soignants qu'on voit, c'est que la sédentarité, c'est vraiment un facteur clairement identifié comme ayant des effets propres sur la santé et différents de l'activité physique. C'est-à-dire que le temps qu'on passe assis, il a ses propres effets biologiques, biomécaniques sur la santé, et il est important de le prendre comme une cible à part entière, en complément des moments actifs. Attention toutefois sur la sédentarité, ne tombez pas, et c'est pas mon discours de dire qu'il faut jamais être assis, un moment comme ce soir, ou un moment comme j'ai vécu toute la journée au travail, on n'a pas forcément la maîtrise de ce qu'on fait quand on est assis, et ce qui est important de repérer avec les gens, c'est les moments prolongés, on va passer plus de 2 heures assis, donc ce qui va pas être votre cas, parce qu'après on va aller prendre un petit pot tous ensemble, on sera debout je pense, mais ce sont ces moments-là où les gens vont être plus d'1 heure et demie, 2 heures, où là on sait que venir rompre de quelques minutes, de marcher juste quelques minutes, ça va être vraiment excellent pour contrer les effets de la sédentarité. Et si on veut avoir une idée de la mortalité cardiovasculaire, de tout ce qui se met à augmenter quand on regarde le volume global sur la journée, on voit les courbes sortir à 8, 9, 10 heures par jour de sédentarité, de temps assis. Là, effectivement, on commence à voir la mortalité cardiovasculaire augmenter légèrement, et c'est après sur 12, 13, 14 heures, là, effectivement, ça décolle assez franchement. Donc voilà les choses à avoir en tête, et Charles va vous définir l'APA. Oui, on peut redéfinir l'APA, s'arrêter un petit peu sur cette notion d'activité physique adaptée, puisque depuis maintenant quelques années, depuis le décret de 2016, vous avez toutes et tous entendu parler d'activité physique adaptée, et maintenant beaucoup de gens en font. Beaucoup, et beaucoup de professionnels proposent de l'activité physique adaptée. Or, c'est quelque chose qui est quand même assez bien défini. Donc c'est une activité physique et sportive adaptée aux capacités de personnes à besoins spécifiques. Okay. Pour le moment, on est tous d'accord là-dessus. Mais l'idée, c'est qui va encadrer l'activité physique adaptée. Eh bien, vous avez, on va dire, dans les professionnels, qui a vraiment l'étiquette activité physique adaptée, c'est l'enseignant en activité physique adaptée qui a une licence STAPS APA et santé, ou alors un master STAPS APA et santé. Dans la région des Pays de la Loire, vous avez trois lieux où ces enseignants en activité physique adaptée sont formés. C'est à l'UFR STAPS de Nantes, à l'IFEPSA à Angers et à l'UFR STAPS du Mans. Donc, on va me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il a de bien particulier, ce professionnel, cet enseignant ou cet enseignant en activité physique adaptée? Le premier objectif, c'est qu'il rende la pratique accessible. Bon, ça, je pense que d'autres professionnels du monde sportif peuvent le faire. Mais en tout cas, là où vous allez l'attendre en tant que professionnel de santé, ou là où même les gens vous attendent, c'est pour que l'enseignant en activité physique adaptée, eh bien, il crée les conditions du développement d'un projet personnel. Enseigner l'activité physique, enseigner une activité physique ou sportive, ça va. C'est pas si compliqué que ça au final. Mais accompagner les gens dans un projet personnel centré sur leur activité du quotidien pour qu'elle devienne régulière, là c'est plus compliqué. Je veux bien la zapette. Donc finalement, un enseignant en activité physique adaptée, il a pour objectif que l'activité physique doit trouver un sens dans la vie quotidienne des individus avec des besoins spécifiques, notamment des personnes qui ont une maladie chronique. Et je laisse la parole à Pierre. Pour qui s'adresse cette activité physique? Là, je repartirai de ce que dit l'INSERM à plusieurs reprises. Si c'est vraiment un document sur lequel vous voulez... je vais reprendre dans le sens. Si vous souhaitez creuser les bénéfices de l'activité physique sur un certain nombre de maladies chroniques, il y a une ressource aujourd'hui depuis 2019 qui est fondamentale en France, c'est une expertise collective. Pourquoi collective? C'est qu'il y a eu des médecins, des sociologues, des psychologues, tout un tas de professionnels, des enseignants APA, qui ont travaillé pendant plusieurs années pour créer un bouquin qui fait plus de 800 pages, mais c'est pas le nombre de pages qui compte, mais l'idée c'est vraiment quelque chose de très complet sur l'état de l'art aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, de l'effet et de quel type de programme on peut mettre en place aujourd'hui en regard des pathologies chroniques. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc il y a eu deux choses. Il y a eu un premier travail en 2008 qui est déjà fondamental sur les effets biologiques. Et après, 2019, c'est vraiment concrètement qu'est-ce qu'on met en place en pratique. De ce cadre-là, ce que dit cette expertise collective, ils se sont concentrés sur une dizaine de pathologies chroniques. C'est globalement les plus fréquentes.
C'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas ici, c'est pas pour autant que l'activité physique n'a pas d'effet. C'est juste qu'ils ont dû recentrer leur travail sur une dizaine de situations, parce que sinon c'était infini. Et donc quand on regarde des choses très fréquentes comme celle-ci, leur conclusion, première phrase de conclusion, c'est que la prescription d'activité physique doit être systématique en première intention et aussi précoce que possible dans le parcours de soins des gens. Donc ça, c'est vraiment fondamental, et c'est pas à discuter. Et la phrase suivante, c'est qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si c'est efficace ou pas, c'est prouvé depuis longtemps, c'est comment on met en œuvre des programmes, une société qui est capable qui est capable de mettre en œuvre un maximum de choses pour que les gens aient la possibilité de retrouver le mouvement. Et même, si on zoome un petit peu plus particulièrement sur ces 4 situations-là, ces 4 pathologies chroniques, c'est avant tout traitement médicamenteux l'activité physique qui est le traitement le plus à même d'être qu'on doit mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin, l'équipe soignante doit se donner une fenêtre thérapeutique, prioriser l'activité physique pendant cette fenêtre-là et ne rien faire d'autre. Parce que c'est ce qui est indiqué. Ça ne veut pas dire que tous les gens vont bouger à la fin de cette fenêtre thérapeutique. Moi, souvent, je dis 6-8 mois sur l'activité physique parce que c'est assez long. Ça ne veut pas dire que tout le monde, au bout de 6-8 mois, va utiliser pleinement l'activité physique. Il y en a qui auront peut-être même pas bougé par rapport au départ, c'est pas la question. Mais en tant que soignant, on a tout mis en œuvre pour voir tout ce qui était exploitable. Et après, on augmente, on continue dans l'arsenal thérapeutique. Mais le premier traitement aujourd'hui, du fait notamment de l'absence d'effets secondaires, c'est surtout ça, enfin, c'est des fois ça qui fait la différence par rapport aux autres traitements, mais c'est de creuser la question de l'activité physique. Cette expertise de l'INSERM résume les choses sur une infographie que je vous mets en grand, vous la voyez pas, c'est fait exprès, c'est juste pour vous montrer que c'est une infographie qui est globalement jolie, qui n'a aucun chiffre. Donc si vous voulez retrouver rapidement qu'est-ce qu'on peut attendre de l'activité physique sur ces pathologies, ben on regarde et on voit qu'est-ce qui peut être attendu sur les effets biologiques de certaines pathologies. Si on zoome sur la partie obésité, par exemple, vous voyez que les effets prouvés aujourd'hui de l'activité physique, c'est la baisse de masse grasse viscérale, le maintien d'une perte de poids après une perte de poids initiale, mais il n'y a pas vous voyez qu'il n'y a pas de petit bonhomme qui perd du poids par l'activité physique. Aujourd'hui, les preuves scientifiques sont insuffisantes, en tout cas montrent qu'on ne peut pas dire que l'activité physique fait perdre du poids. Sur une population donnée, il y a des gens qui vont en perdre et d'autres non. Mais l'effet global, on ne peut pas dire que c'est un effet efficace pour perdre du poids. On pourra revenir là-dessus après si vous voulez. Ça, c'est pareil. Quand vous pouvez pas lire, c'est normal. C'est prévu, c'est pour montrer que ça existe. C'est un tableau. Là, c'est la HAS qui a mis ça à jour en septembre dernier, avec tout un tas de situations. C'est vraiment, ça dépasse le cadre des pathologies chroniques, parce qu'il y a même des situations comme la grossesse, il y a la situation des personnes âgées. À chaque fois, enfin, très souvent, une fiche à destination des patients, qui, à mon sens, sont encore un peu trop... il y a trop de texte, même si elles font que recto verso, c'est que du texte, donc je ne sais pas si les patients pourraient vraiment s'en saisir, c'est pas très pédagogique, mais ça a le mérite d'exister, et une colonne pour les professionnels, avec à la fois un volet soit de 9 pages sur la pathologie et l'activité physique, soit une synthèse qui fait pareil recto verso, en résumé, qu'est-ce qu'on doit en retenir. Donc ça, c'est un document ressource pour vous, qui vient décliner les situations. Le constat que vous devez avoir en tête, c'est que la faible activité physique et ou la sédentarité élevée, c'est le lit, en tout cas ça favorise l'apparition des pathologies chroniques, ça je pense que je vous apprends rien. N'oublions pas que ça aussi influence défavorablement l'évolution des pathologies, on va avoir plus par exemple des décompensations si on est faiblement actif et on va moins facilement s'en remettre si on est insuffisamment actif. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que les maladies chroniques en elles-mêmes, ce qu'on constate, c'est que les gens qui en ont une, eh ben, quand bien même c'est un véritable traitement, ce sont des gens dans la population qui pratiquent moins que les autres. Et ça, c'est une double peine qui est pas normale. En tout cas, on doit se dire en tant que soignant, on a peut-être quelque chose à faire pour que déjà, cette deuxième flèche-là n'apparaisse pas. C'est-à-dire que les gens qui ont une pathologie chronique, au moins, qu'on leur offre la possibilité de faire autant qu'ils faisaient avant. Faire différemment, très certainement, mais au moins faire autant en volume global. Et ça, c'est dans les discours, de simplement dire, votre pathologie chronique ne vous empêche pas de bouger, bien au contraire. Ça doit être une phrase, ça prend 2 secondes. Mais si elle n'est pas dite, les gens ne le savent pas. Parce qu'autour d'eux, c'est repose-toi, repose-toi, repose-toi. Ce qui n'est pas un mauvais conseil, hein, mais c'est le repos psychique qu'on souhaite aux gens, c'est pas le repos physique. Donc tous les médecins sont concernés par ça, et je rajouterai même toute l'équipe, et je sais que vous êtes vraiment pluripro ce soir, et c'est vraiment super, parce que nous on insiste, même si initialement pour l'ARS, la volonté, et pour les ministères, la volonté c'est que les médecins prescrivent, nous on a tout de suite dit dès le départ, oui d'accord, les médecins on ira les voir, mais nous on va voir tout le monde, parce que si le médecin dit blanc, et qu'à côté un soignant dit vert, dit rouge, etc., les patients sont perdus, et ça n'avance pas. Donc il faut que tout le monde la joue collective dessus, et ait le même discours. Et ça concerne tous les patients, même si on a zoomé sur les pathologies chroniques, ça concerne aussi ce discours-là, il concerne très bien la prévention primaire, l'activité physique, puisque c'est tout simplement vivre, en fait, c'est bouger, donc c'est vivre, et bien c'est efficace pour toutes les personnes.
Si on doit un petit peu screener les gens, c'est-à-dire repérer ceux qui en ont le plus besoin ou pas, tout le monde n'a pas besoin d'un avis médical avant de reprendre l'activité physique. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui peuvent se retrouver dans les licences sportives notamment, le QAP+. C'est un questionnaire assez rapide et ça permet de regarder si les gens répondent non, ce sont ces personnes-là qui auront besoin au moins un non d'un avis médical. Donc ça peut être un premier outil qui est mis en avant par la HAS pour repérer un petit peu quelles personnes vont avoir besoin à un moment donné de voir leur médecin s'ils veulent reprendre une activité physique ou en augmenter une qu'ils faisaient déjà. La conduite à tenir, donc c'est effectivement d'aller voir le médecin comme je vous l'ai dit. La priorité, s'il y a un message à garder en tête pour la partie médicale, s'il y a une pathologie chronique, c'est juste s'assurer de sa stabilité. Enfin juste s'assurer de sa stabilité et qu'il n'y a pas de décompensation en cours. Pourquoi ? Parce que si il y a des symptômes qu'on n'a pas identifiés, qu'on n'a pas reliés à un tableau clinique et que la personne augmente son activité physique, il est probable qu'il y ait pas forcément des symptômes, mais des expressions de type de douleur ou d'essoufflement, et après le médecin ne saura pas si on doit relier ça à l'activité physique qui vient d'être augmentée ou à la pathologie chronique qui est en train de se décompenser. Donc c'est plutôt s'assurer que les choses sont cadrées, qu'on a tout identifié, et à partir de ce moment-là, c'est le feu vert pour enclencher la discussion de l'activité physique. Se souvenir que cette activité physique, c'est quelque chose de complexe. Comme je vous le disais au début, c'est une pratique sociale, mais c'est quelque chose qui s'inscrit tellement dans nos vies qu'on s'en rend en très grande majorité pas compte. Et donc de se soucier de ça, de ce comportement-là, comme bien d'autres comportements, ça demande que le patient soit prêt. Exactement comme une démarche tabac. Et donc pour ça, il faut lui demander, très simplement, ouvrir la porte. Seriez-vous d'accord pour qu'on garde votre activité physique ou vos activités physiques, ou qu'on regarde s'il y a des choses modifiables aujourd'hui pour vous. Les gens vont pouvoir dire oui, mais ils vont aussi pouvoir dire non, ou d'une certaine manière comprendre que c'est pas le bon moment. Là, la position des soignants, et notamment du médecin, est essentielle pour replacer pourquoi lui il a évoqué ça aujourd'hui. C'est important dans votre prise en charge, mais je comprends que c'est pas le bon moment. Quand ça le sera, je serai toujours là pour en parler avec vous, moi ou mon équipe. Ça, c'est vraiment fondamental. Exactement comme une démarche tabac. Et puis, si la personne dit oui, c'est ok, je veux bien en discuter avec vous. Là, il y a l'évaluation clinique qui est franchement classique. Les examens complémentaires sont très peu indiqués, notamment si on laisse les gens et qui partent de plus loin, il faut les laisser dans des zones modérées, d'intensité modérée, on y reviendra après. Et tant qu'on est dans ces zones-là, il n'y a pas besoin d'épreuves d'effort, il n'y a pas besoin d'avis cardio. Donc, dans tous les cas, si on est dans cette zone-là, on peut initier les choses, le conseiller et débuter l'échange. Je pense que le médecin qui prescrit, qui initie la discussion, il doit, à mon sens, au moins, ne serait-ce ce qu'on a vu sur les termes là, dire, bah voilà, l'activité physique, c'est tout ça pour moi. C'est important, mais j'ai pas le temps d'en parler plus longtemps. Je vous oriente vers une autre source qui va prendre un temps dédié là-dessus. S'il n'a pas le temps de faire ça, il peut parfaitement le déléguer. On le verra tout à l'heure après comment. Un mot sur la prescription. Qu'est-ce qu'on entend par le mot prescription d'APA ? Il faut bien se dire que la prescription, c'est quand c'est décliné depuis 2011 dans un document de l'HAS sur les thérapeutiques non médicamenteuses, dans lequel fait partie l'activité physique. La notion de prescription, c'est vraiment à voir dans un aspect plus global que ça ne l'est aujourd'hui en France, c'est-à-dire que c'est un document qu'on remet aux pharmaciens et qui nous vaut un remboursement de l'assurance maladie. C'est vraiment à voir comme quelque chose de très complet, et ça se limite pas simplement à ce qu'on écrit, c'est vraiment comment on en parle, et c'est ce qu'on vient de voir à l'instant notamment, vers quel professionnel j'oriente, quelles ressources je donne, un site internet, une brochure, un podcast, et quel suivi je fais, ou si j'oriente vers un groupe de patients. C'est tout ça la prescription, l'acte de prescription. Et prescrire l'activité physique, c'est tout ça. Et donc il y aura une part écrite, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est pour ça que nous, le mot sport sur ordonnance, qui peut-être, ça n'a pas été utilisé dans la conférence ce soir, mais des fois il y a des gens de conférence qui communiquent comme ça parce que c'est la terminologie qui a été beaucoup utilisée en France. Ça fait assez vendre, mais finalement ça entraîne tout le monde dans le mur à notre sens, parce que le sport, c'est pas vraiment le message qu'on veut passer, et puis le mot ordonnance, comme on vient de le voir, il est quand même très connoté pour les gens, donc derrière ils attendent un remboursement, les médecins comme les patients. Donc on s'en détache un petit peu, et on prend les choses telles qu'elles sont réellement. Mais malgré tout, le fait d'écrire, le moment de l'ordonnance est important. Pourquoi ? Parce que quand on écrit quelque chose, ça a 2 fois plus de chances d'être converti en acte que si on reste à l'oral. Donc un conseil oral, c'est pas qu'il est pas bien, il est très bien, et si on le complète d'une partie écrite, on se donne encore plus de chances que les gens comprennent ce qui se dit et puissent le suivre. Et je ne vois pas comment un médecin ou tout autre soignant peut suivre une prescription qui est restée à l'oral. Si on voit les gens tous les 6 mois ou tous les ans, comment se souvenir de ce qu'on a discuté de l'activité physique ? Très honnêtement, on ne s'en souvient pas. Donc on écrit à la fois pour le patient, pour qu'il ait une trace de ce qui s'est dit, pour vous, pour votre suivi, ça me semble indispensable, et puis pour des collègues qui arriveraient après, et notamment un enseignant APA, comme à Vista, pour qu'il sache, si vous avez envie de lui transmettre des choses, qu'il y ait des choses par écrit qui soient devant lui. Sinon, on reste que sur de l'oral, et ça marche, mais c'est moins complet. Comment prescrire maintenant l'activité physique ? Prescrire l'activité physique, c'est pas ça. C'est peut-être ce que certains ont en tête, mais c'est vraiment pas, c'est pas qu'elle est fausse, cette ordonnance, elle serait peut-être vraie pour certaines personnes,
mais c'est que c'est pas comme ça qu'on bouge en fait dans nos vies. Donc ça, c'est faisable uniquement si on est à l'hôpital, que quelqu'un vient nous prendre par la main et nous fait faire le programme jour par jour. Mais ça n'autonomise pas du tout les gens et ça ne se prête pas du tout à nos façons de bouger vraiment réellement. Donc l'activité physique, ce que dit plutôt la HAS dans son guide pour les médecins, c'est que 90% de notre activité physique, c'est des choses du quotidien. Donc des choses qu'on ne mesure pas du tout. Il y a des très belles études sur les enfants, ils leur ont mis des podomètres pendant 1 semaine. La plupart des mouvements qu'ils font, c'est des choses complètement déstructurées, mais vraiment énormes par rapport aux choses vraiment balisées en club, etc., qui correspondent à quasiment rien dans ce qu'ils font de vigoureux. Tout le reste, c'est des jeux qu'ils font chez eux ou dehors. Et donc ça, c'est vraiment la même chose pour les adultes, et c'est pour ça que la HAS dit ces moments-là, ce sont les plus facilement mobilisables et donc à privilégier. Quand ils disent à privilégier, c'est à privilégier dans votre accompagnement. Et donc pour ça, il va falloir se rendre compte que l'activité physique, c'est pas qu'une question de motivation. Tout ce qui influence nos façons de bouger, c'est tout un tas de facteurs sur lesquels on a très peu la main finalement. Et on voit beaucoup de soignants qui ne s'autorisent pas à questionner ça en se disant puisque j'ai pas la main, je vais aller dans un mur avec le patient à regarder qu'il a pas les moyens ou à regarder qu'il a pas le bon habitat et du coup je vais plutôt pas questionner, comme ça je vais pas me retrouver dans cette situation. Et en fait non, il faut y aller, il faut aller faire face à la réalité des choses, il faut questionner, se retrouver dans des impasses avec le patient, c'est pas grave parce que lui il est déjà dans cette impasse. Donc c'est pas grave du tout, il faut comprendre, regarder les choses telles qu'elles sont et se rendre compte que il y a des choses qui l'aident et d'autres moins. Aujourd'hui, il y a des choses qui l'ont aidé par le passé et qui aujourd'hui ne peuvent plus l'aider et ça va peut-être changer demain. Et la motivation fait partie un petit peu de ces facteurs-là, mais c'est loin d'être la seule. Donc à un moment donné, soit le médecin, soit quelqu'un d'autre doit prendre un temps dédié sur l'activité physique et creuser, explorer tout ce qui s'y joue. Où est-ce que vous habitez, avec qui, comment est constituée votre ville, est-ce qu'on peut regarder sur Google Maps exactement que vous m'expliquez vos trajets du quotidien, etc., etc. Ça, c'est indispensable. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie, physiquement ou psychiquement, peu importe. Qu'est-ce que vous faites déjà? Et si je vous dis activité physique, à quoi vous pensez? Et si je vous dis sport, à quoi vous pensez? Pour creuser tout le vécu qu'il y a eu derrière. Une métaphore qui, moi, me parle, et je vous la partage telle quelle, c'est si vous prenez ici cette plante principale comme une plaisir ou une sortie habituelle. Quand je dis ça, c'est quelque chose qui se répète au moins toutes les semaines dans l'agenda de la personne. Quoi qu'il arrive, toutes les semaines, elle fait cette tâche-là. Et globalement, si on fait tous les uns les autres quelque chose toutes les semaines, c'est qu'on en a un bénéfice secondaire. Soit ça va nous nourrir, soit ça va nous soigner, soit ça va nous faire du bien au moral, soit on va rencontrer des gens, etc., etc. Peu importe. Mais de voir si c'est sur cette chose-là qui est ancrée, qui bougera pas, si vous pouvez pas y ajouter un tout petit peu plus d'activité physique. Comme ça, l'activité physique, ce sera peut-être des plus petites doses, mais au moins vous êtes quasiment sûr que ça va se réaliser. Parce que ça va pas demander un chamboulement de l'agenda, ce qu'on déteste tous, qu'on soit malade chronique ou non. Et donc finalement, si les gens vous embarquent vers le fait de planter ici ce que j'appelle une nouvelle graine, une nouvelle plante, comme par exemple s'inscrire dans une salle de sport, quelque chose que les gens n'ont jamais fait, peut-être que ça va être bien de soutenir ça, mais s'il y a une idée comme ça, n'en gardez qu'une, vous embarquez pas dans 2, 3, 4 grosses idées nouvelles, parce que vous allez vous planter, mais quand bien même, cette chose-là, il y a de fortes chances qu'elle échoue. Il peut y avoir un mauvais feeling avec la salle, avec le groupe, avec l'encadrant, le prix, la distance, les horaires, tout ce qu'on veut, comme tout le monde. Donc si on mise là-dessus, et si on mise tout là-dessus, on va se planter. Il faut que ça peut faire partie de l'accompagnement, mais avec modération, et on vient le déconstruire. Cette graine-là, elle n'est pas poussée toute seule. Il va falloir qu'on regarde quelles sont les toutes petites étapes. Il faut d'abord appeler. Est-ce que vous savez à quel numéro c'est? Est-ce que vous savez en parler à votre épouse pour lui expliquer la rassurer sur le fait que ça va être sécurisé, etc., etc. Donc finalement, où est-ce qu'on écrit ça? Moi, ce que je dis, puisque c'est un traitement comme un autre, il faut l'écrire avec les autres traitements. Il n'y a pas de débat là-dessus, sinon pourquoi on l'écrirait ailleurs? C'est un traitement comme un autre, les pharmaciens ils vont vite comprendre votre démarche et ils seront même contents de la poursuivre avec vous quand les gens iront en pharmacie. Et écrire des choses plus bêtes que ce qu'on s'autorise, et parce que c'est pas des choses bêtes justement, ça va être des choses très concrètes, et l'idée c'est ce qui va être écrit, il faut que ce soit réalisable à 95%. Il faut que ce soit des choses vraiment faciles, parce qu'on change pas de comportement si on passe par des échecs. Donc il faut déconstruire un maximum l'idée principale, pour en venir vraiment à la toute petite marche. Et ça va être réussi la fois suivante, plus d'autres choses. Mais au moins, ça sera coché comme réussi. Et puis, si il y a quelque chose d'encadré derrière qui arrive comme Vista ou comme d'autres structures, l'idée, c'est que vous pouvez accompagner ça d'un formulaire de prescription qui, là, sera à destination du professionnel qui arrive après vous pour lui dire, bah voilà, moi, en tant que médecin, j'ai des choses à vous partager. Concernant l'activité physique, j'ai repéré que il y a cette douleur-là qui est habituelle, pas d'inquiétude, ou que ce patient-là, il suit en même temps un cycle de TP,
que surtout, je donne mon nom pour dire je suis à même de suivre ce que je vais faire et je suis disponible si vous avez des questions. C'est surtout ça l'enjeu d'un formulaire comme celui-là, c'est d'avoir en face un professionnel vers qui on peut se retourner en disant bah voilà, moi dans ma séance d'activité physique j'ai eu des choses là, ça c'est pas de mon domaine, je suis capable de vous le partager et merci pour la suite de la prise en charge parce que ça me concerne pas. Donc finalement, cette vision-là, c'est plutôt de l'embarquer dans quelque chose. Voilà, certes, les moments répétés peuvent être utiles, mais il faut absolument qu'ils s'incarnent dans un parcours de vie, comme vous le disiez Charles, pour que ce soit peut-être pour cette personne-là un appui, un support, qu'elle a un bagage qu'elle se construit, qui lui permet tout simplement de vivre son activité physique au mieux qu'elle peut à ce moment-là de sa vie. Charles va vous présenter maintenant concrètement en région comment on décline les choses. Tiens, je vais prendre la zapette. L'idée, c'est de garder du bon sens. Évidemment, vous allez forcément parler d'activité physique avec les gens. Vous allez forcément, comme le disait Pierre, vous tromper, peut-être. Mais il faut aussi s'appuyer sur l'existence qui est disponible comme outil et comme dispositif en région des Pays de la Loire. Donc ici, nous, généralement, on aime bien parler d'activité physique, présenter notre vision de l'activité physique réellement, et puis ensuite vous embarquez sur la présentation du dispositif On y va, qui est un dispositif régional sur la prescription d'activité physique pour les personnes qui ont une maladie chronique. Donc, vous allez comprendre où on va en venir justement puisqu'on est à Vista Santé. L'idée, c'est ce schéma va vous présenter le parcours patient, c'est-à-dire en bleu, vous avez la consultation chez le médecin. Le médecin peut parler d'activité physique, Pierre vient de nous le dire, il peut réaliser un bilan personnalisé, et puis il peut orienter son patient vers plus d'activité physique dans son quotidien, ou alors une activité physique encadrée, sécurisée. Ça existe déjà. Mais au niveau national, eh bien, les gens nos têtes pensantes, les ministères nous ont questionné pourquoi les médecins ne prescrivent pas d'activité physique. Eh bien, finalement, quand ils ont posé la question aux médecins, au niveau national, et ça s'est traduit aussi en région des Pays de la Loire, c'est que, premièrement, ils n'ont pas forcément le temps d'aborder l'activité physique avec chaque patient. Il y a beaucoup de choses à voir en une consultation qui dure très peu de temps. Ils ne connaissent pas forcément les offres d'activité physique ou sportive encadrées, sécurisées, en fonction des besoins de la personne. Et pour certains et certaines, ils se sentent peu ou pas compétents pour prescrire de l'activité physique. On a reçu beaucoup de médecins qui disaient « Oui, mais d'accord, moi je veux bien prescrire, mais qu'est-ce que je mets ?» Pierre en a parlé, et généralement, après les diapositives de Pierre, ils se sentent un petit peu plus à l'aise avec la prescription. Donc, face à ce constat-là, le dispositif On y va, il a pour objectif, eh bien, finalement, d'aider le médecin sur l'activité physique. S'il n'a pas le temps d'aborder l'activité physique très précisément avec son patient, eh bien, il peut déléguer un bilan personnalisé centré sur l'activité physique de la personne par téléphone via le numéro régional unique que vous voyez dans le rectangle rouge. Donc finalement, après, comment ça se passe ? Le dispositif On y va, il va se décliner en 4 parcours possibles pour le patient. Vous avez en bleu le médecin, en rouge le patient. Ça existe déjà. Depuis la nuit des temps, on n'a pas attendu le dispositif On y va pour que des médecins parlent d'activité physique et prescrivent de l'activité physique à leurs patients pour plus de mouvement dans leur quotidien. Vous avez aussi des patients très autonomes, autodéterminés dans leur pratique, qui savent que ça leur fait du bien de bouger dans leur quotidien et ils n'ont pas besoin forcément de conseils médicaux ou autres professionnels de santé qui viennent leur parler d'activité physique. Ça existe déjà. Et là où le dispositif On y va, il va être intéressant, eh bien, c'est pour tous les médecins qui n'ont pas forcément le temps de parler et de prescrire l'activité physique, qui ne savent pas par où commencer, eh bien, ils peuvent orienter directement leurs patients vers le dispositif régional On y va en leur disant, voilà, vous appelez ce numéro régional unique. Lorsque le patient appelle ce numéro régional unique, eh bien, il tombe sur un enseignant d'activité physique adaptée, moi, en l'occurrence, et la première question qu'on lui pose, eh bien, c'est où est-ce que vous habitez? Si la personne habite non loin d'une maison sport santé, eh bien, nous orientons directement la personne vers la maison sport santé de son choix et la plus proche de chez lui. Donc, ça peut être à Vista Santé. Si jamais il n'y a pas de maison sport santé à proximité, eh bien, le dispositif On y va est là pour donner une réponse à toutes et tous qui ont une carence, qui n'auront peut-être jamais de maison sport santé sur leur territoire, mais au moins, ils auront un bilan par téléphone centré sur leur activité physique. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que nous, lorsque l'on présente le dispositif On y va, notre objectif, c'est aussi de monter en compétence les équipes soignantes, tous les professionnels de santé qui
qui travaillent en exercice coordonné en vous disant, finalement, il y a le dispositif, on y va, il y a des maisons sport santé, mais peut-être vous, en tant que pro de santé, eh bien, avec plusieurs professionnels, le médecin, le kiné, le pharmacien, la sage-femme, peu importe, et j'en oublie, l'infirmière, eh bien, on peut d'abord essayer de questionner ensemble l'activité physique de nos patients, voir si on peut pas faire un processus en interne pour essayer déjà peut-être d'identifier certaines pathologies, certains patients à risque, et finalement, déjà faire un premier tri, un premier filtre pour essayer de mieux orienter les personnes et parler d'activité physique dans le quotidien. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est par exemple, si vous avez, en tant que médecin, ou même professionnel de santé, si vous avez déjà identifié une maison sport santé telle que Vista, pas besoin de repasser par le numéro régional unique, vous orientez directement les personnes vers la maison sport santé, évidemment. Oui. Allez-y. À vos images là qu'on voit sur la télé, on a l'impression vraiment que c'est réservé uniquement aux personnes d'un certain âge. Les images que... Ouais, les différentes images, photographies là qu'on voit, c'est réservé à un certain âge. Pour moi, je pense pas. Je pense que c'est réservé à tout le monde. On est la preuve. J'en suis la preuve vivante. Et je pense que c'est aussi bien de tout jeune à 90, voilà. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin pour justement parler d'activité physique et que l'on soit accompagné sur l'activité physique, évidemment. Alors, il est vrai que en France et dans beaucoup de pays développés, généralement avec l'avancée en âge, il y a le début des soucis de santé et parfois c'est peut-être aussi cette fenêtre qui s'ouvre à un moment pour justement questionner l'activité physique parce que il y a quelques soucis de santé qui arrivent, mais oui, vous avez tout à fait raison. Tout le monde est concerné et tout le monde peut aller dans une maison sport santé. J'y allais y venir. Les maisons sport santé, comme Vista par exemple, ont répondu à un appel à projet national. Oui, allez-y. Laurent, je suis praticienne naturopathe et je voudrais juste être sûre d'avoir bien compris. La case départ numéro 1, c'est le médecin traitant, ou est-ce que ça peut être un kiné ou un autre, ou est-ce que la personne qui a entendu parler du dispositif On y va peut appeler le numéro, aller en maison de santé, ou est-ce qu'il y a de toute façon la case médecin traitant au départ ? Alors, elle n'est pas forcément au départ. On aime bien qu'elle soit au départ, mais évidemment, si la personne a été orientée vers une maison sport santé ou vers le dispositif On y va avec le numéro régional unique, forcément, à un moment donné, on va lui demander s'il est allé voir son médecin, comme le disait Pierre au début. Est-ce qu'il y a la maladie chronique est stable et est-ce que finalement c'est validé d'un point de vue médical? Donc oui, il y aura forcément une case à un moment médecin. Alors parfois, elle n'arrive pas au tout début. C'est-à-dire que c'est le kiné qui a parlé de la maison sport santé, qui a parlé de l'activité physique du dispositif On y va. Et puis finalement, le médecin le patient retourne chez son médecin pour avoir une prescription avec un avis médical. Mais généralement, on préfère tout de même qu'il y ait la case médecin de valider. Donc l'accompagnement, il démarre avec la prescription. Alors, il démarre pas forcément avec la prescription. Mais c'est une étape obligatoire pour nous. Mais la réflexion du patient, on va pas dire au patient non, tant que votre médecin vous a pas vu, vous ne réfléchissez pas à l'activité physique. Non, c'est oui, d'accord, mais avant de se mettre en mouvement, avant de commencer un programme réel où vous allez mettre en mouvement la personne avec des objectifs précis, forcément, il y a une validation du médecin, évidemment. Tu voulais rajouter ? Un tout petit commentaire qui va répondre à vos deux questions et remarques, c'était que le label Maison Sport Santé, c'est pour toutes et tous dans la société. Enfants, malades chroniques, sédentaires, bien portants, ici même sportifs de haut niveau. Il n'y a pas de cadre en termes de population. Dans ces populations-là d'une Maison Sport Santé, il y a un gros focus sur les malades chroniques parce que ce sont des populations où il y a un processus à construire et il y a vraiment un besoin. Mais pour nous, sur On y va, ce que Charles vous a présenté juste avant, nous, la commande ministérielle, c'était les malades chroniques. Donc Charles, au téléphone, on va pas recevoir une famille et on va pas recevoir quelqu'un qui est un sportif de haut niveau, etc. L'idée, c'est qu'on est, nous, centrés sur les pathologies chroniques par téléphone. Et dans ces pathologies chroniques, c'est là où je vais répondre à votre remarque, c'est que
on ne peut pas faire ce parcours-là, et c'est pourtant une demande, pour toute la pédiatrie, pour tous les enfants, parce que du fait qu'on soit au téléphone, ce serait hyper compliqué de faire un bilan avec l'enfant, les parents, on ne peut pas se permettre ça. Donc c'est la toute petite remarque qui fait que les photos sont plutôt orientées seniors, parce que quand on va voir les maisons sport santé, qu'elles nous disent leur moyenne d'âge qu'elles voient, on est souvent autour de 65 ans de moyenne d'âge. Mais ça se rajeunit, vous avez raison, et je vais rajeunir mes photos parce qu'elles nous disent en ce moment, et c'est vrai, le constat qu'on a fin 2022, c'est de nous dire que leur moyenne d'âge se rajeunit. Et c'est intéressant. Après, j'aime bien mettre quand même des gens âgés parce qu'on a pas mal de médecins qui se disent bon bah c'est trop tard, les personnes âgées ça sert à rien, alors que c'est une vraie cible parce que ce sont les gens les plus déconditionnés qui, en augmentant un tout petit peu, vont vraiment en bénéficier le plus. Donc voilà, il y a plusieurs grilles de lecture à ces photos, mais merci pour votre remarque. Donc c'est juste la nuance ça, maison sport santé pour tous. Non, mais vous avez raison, faut pas trop connoter et je serai vigilant. Mais si on avait voulu vraiment traduire la réalité, on aurait mis une femme, déjà. Parce qu'il y a très peu d'hommes dans les maisons sport santé. Donc, si jamais, alors, vous peut-être, mais c'est vrai que les maisons sport santé ont une population, dans la région des Pays de la Loire, très féminine. Et elles n'attirent pas beaucoup d'hommes, alors qu'ils ont aussi des soucis. Désolé, je me suis pas présenté. Olivier Poulard, adhérent à APA. Je vous ai reconnu sur la photo du début, c'est pour ça. Donc l'idée de ces maisons sport santé, vous n'en avez pas partout dans la région des Pays de la Loire, mais elles ont des missions bien définies, c'est-à-dire d'accueillir, là pour le coup, tout le monde, pas comme le dispositif On y va où on est centré sur les malades chroniques. Et elles ont aussi un rôle de guichet de territoire, c'est-à-dire que les personnes qui vont franchir la porte d'une maison sport santé, eh bien, elles sont là pour avoir des conseils, avoir de l'information sur la pratique d'une activité physique régulière et pourquoi pas, puisqu'on a la chance dans la région des Pays de la Loire d'avoir quasiment des enseignantes ou des enseignants d'activité physique adaptée dans quasiment, je dis bien quasiment toutes les maisons sport santé, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement d'un ou d'une enseignante en activité physique adaptée. Donc c'est là où il y a quand même une plus-value pour une maison sport santé, c'est d'accompagner, comme je disais au début, des personnes vers un projet personnel sur l'activité physique régulière. Donc nous, le dispositif On y va, on a décidé de collaborer avec ces maisons sport santé, donc puisqu'on les considère comme des guichets de territoire et vous allez les retrouver sur le site internet onyva-paysdelaloire.fr. Alors justement sur ce site internet qui est un site grand public mais dédié aux personnes qui ont des besoins spécifiques, notamment les malades chroniques, vous allez retrouver des outils pour les professionnels, pour les encadrants du milieu sportif, mais aussi surtout pour les personnes qui ont une maladie chronique et une carte unique de l'offre d'activité physique ou sportive adaptée. Alors ça fonctionne aussi bien que Booking.com ou Airbnb ou que sais-je encore. Eh bien, vous avez juste à sélectionner, à inscrire le code postal de votre domicile, ou le professionnel de santé pourra le faire avec son patient. Vous sélectionnez un rayon de recherche, vous cliquez et vous tombez sur une cartographie comme celle-ci. Vous pouvez zoomer et vous avez tous les points sur la carte sont une activité physique, une pratique d'activité physique. Il peut y avoir plusieurs points sur un même lieu, mais chaque point est une activité physique. Et sur le menu, vous avez un menu déroulant à droite qui vous permet de sélectionner. Et quand vous sélectionnez, vous tombez sur une fiche d'activité physique comme celle-ci, avec davantage de renseignements et sur ce qui est proposé. Et justement, c'est là où c'est intéressant, notamment pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé et même le médecin et l'enseignant d'activité physique adaptée, c'est qu'il y a un zoom sur exactement ce qui s'y fait, c'est-à-dire le niveau d'encadrement, qui va proposer l'activité physique, qui va encadrer cela. Donc, ce niveau d'encadrement se réfère au décret de 2016 sur la prescription d'activité physique adaptée. Le niveau d'étoile, c'est pas un avis Google, c'est simplement un niveau de compétence. Et à la fin, en bas de la fiche, ce qui est important pour les médecins notamment, et aussi pour tout professionnel de santé et les enseignants en activité physique adaptée, c'est que vous avez le nom de l'intervenant qui va proposer cette activité physique. Donc vous pouvez dire aux patients, vous pouvez leur dire, bah voilà, moi je veux que vous alliez voir cette personne parce que c'est cette personne que je constate qu'elle a les diplômes pour vous encadrer, pour vous proposer quelque chose de personnalisé et de sécurisé et d'adapté. Donc ça c'est très important pour tout le monde.
Il faut savoir que pour apparaître sur cette cartographie, il faut se référencer en ligne, c'est gratuit. Il y a simplement un contrôle de la Direction régionale des sports, la DRAGES, en région, qui regarde les cartes professionnelles des éducateurs sportifs à jour et les diplômes qui sont bien en concordance avec le décret de 2016 sur la prescription d'activité physique. Il y a un tutoriel sur le site internet, c'est assez rapide à faire. Il faut savoir que sur cette dernière partie du dispositif On y va, on met l'accent sur la partie encadrée de l'activité physique, ça c'est certain, mais évidemment, on peut, les professionnels de santé et notamment les médecins peuvent parler du dispositif On y va et de la cartographie, mais ne pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que ça, c'est comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est peut-être 3-7% de la pratique d'activité physique de vos patients, et finalement, le reste, il faut quand même en parler. Donc On y va, c'est juste peut-être la petite plante en plus qu'il va falloir rajouter au quotidien de la personne, mais ça n'enlève en rien à l'activité physique et au discours que vous aurez sur l'activité physique dans le quotidien des gens. Donc le domicile, le travail, les déplacements et les loisirs. On a mis les loisirs actifs parce que vous comme moi, eh ben, on a des loisirs actifs et on a aussi pas mal de loisirs passifs maintenant dans notre société moderne. Et donc il ne faut pas confondre les deux. Netflix n'est pas une activité de marche encore. Donc il faut savoir en parler aussi aux personnes. Et si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris le dispositif On y va, si vous avez des questions sur les maisons sport santé, la coordination, ou si vous souhaitez qu'on vienne parler d'activité physique dans vos lieux de soins, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour répondre à vos questions et pour échanger sur vos processus internes si vous travaillez à plusieurs professionnels de santé n'importe où, que ce soit à Nantes, mais que vous ayez des confrères aussi en région des Pays de la Loire. Nous sommes disponibles pour les questions. Merci Charles et Pierre pour l'intervention. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Non, n'hésitez pas à m'arrêter si à un moment vous avez besoin. Du coup, pour la suite, on va passer à des témoignages. Donc, je vais d'abord inviter Ludovic Ardouin à répondre à ces questions-là. Tiens, prends le micro avec Olivier. Tu peux venir si tu veux aussi. N'hésitez surtout pas, pareil, si pendant ma question ou alors pendant la réponse de Ludovic, si vous avez besoin de poser une question, n'hésitez surtout pas. Ludovic, du coup, pour commencer, comment est-ce que tu as découvert l'APA? Comment est-ce que tu en as entendu parler? Alors, pour être totalement transparent, j'ai fait partie des chirurgiens, des médecins qui ont aidé à créer Vista. Donc, j'ai plus aucun conflit d'intérêt avec Vista depuis janvier, donc j'en parle encore mieux. C'est aussi comme ça que j'ai entendu parler de l'APA. Entendu parler d'APA, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais dans ma pratique professionnelle au quotidien, je suis chirurgien de la main, donc chirurgien des extrémités, ça paraît pas comme un chirurgien de l'obésité, un parcours classique, mais si. Nos patients viennent nous voir avec des douleurs, parfois des douleurs chroniques, qui sont aussi, et malheureusement, peut-être surtout liées à une insuffisance de pratique d'activité physique. Et là, c'est pour nous une consultation difficile. Quand un patient vient nous voir, et c'est l'exemple typique du canal carpien débutant, avec le mot du neurologue qui pourtant lui dit que c'est pas chirurgical. Et nous, on a un peu la bouée de secours de ce patient. Ça fait 3 ans qu'il a mal et on va lui dire non, on va pas vous opérer. Et le non est très très mal vécu. Si on n'a pas de centre sur lesquels on peut s'appuyer, et le réseau est hyper prometteur, mais en même temps, le patient tout seul qui va aller chercher, qui va voir justement le club de marche nordique, qui va se sentir un peu perdu. On a besoin des maisons sport santé. Ça, je crois que ça va changer la prise en charge de ces patients. Et maintenant, on est encore sur un mode sécurité sociale, comme vous disiez tout à l'heure, je suis assez d'accord. On est perturbé, et moi je l'étais d'autant plus, pour adresser ces patients, parce qu'on pouvait nous accuser de compérage, alors qu'on n'est plus dans cette activité. Il va falloir que la CNAM fasse l'effort de désenclaver l'activité sportive. Vous voyez, un centre comme celui-ci, on n'est pas tout à fait dans les clous. Normalement, on ne peut pas mélanger une activité qui est une activité conventionnée, de médecin à côté, de kiné, et une activité physique. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Donc,
Là, l'élan, il est ministériel, il est important. Je pense que le label Maison Sport Santé, c'est pas juste pour faire joli. Et il va falloir pousser plus loin. Quand j'envoie le courrier aux correspondants, j'ai parfois des gens qui comprennent pas, que je revois jamais parce que j'ai parlé d'activité physique pour une pathologie qui semblait chirurgicale. Et j'ai déjà eu des patients qu'on a revus secondairement, opérés ailleurs, et c'est un échec. Donc on a encore besoin de beaucoup de pédagogie. Je vous félicite pour votre topo, il est génial, il faut le communiquer plus. Merci. Bon, la deuxième question, tu y as déjà répondu. On va passer Oui et non, parce que si tu veux rajouter. Ma spécialité, c'est pas Durac dont j'ai besoin. Moi, je vais pas parler de Vista ou des autres maisons de sport santé dans les suites de ma chirurgie, pas la mienne. Par contre, pour éviter cette chirurgie ou éviter des mauvaises chirurgies ou surtout soulager les patients. Troisième et dernière question, quels sont les objectifs pour un chirurgien de prescrire des séances d'APA? Qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu attends du patient quand il revient te voir sur une consultation de suivi pour plus tard? J'attends de pas le revoir. J'ai beaucoup aimé votre façon d'expliquer la prescription. Au début, je ne faisais pas d'ordonnance. Et c'est les médecins de Vista qui me l'ont dit pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le fait d'écrire, le patient il fait la démarche. L'objectif, c'est de lui redonner effectivement un goût à l'activité. Mais là, j'irai plus loin que ça parce que les patients que je vois, moi, c'est pas forcément des patients âgés. Ça peut être le patient jeune qui va avoir des comorbidités associées qui sont mauvaises, un peu d'obésité, une mauvaise alimentation, vous l'avez dit, beaucoup de tabac. Souvent, c'est des patients qui sont sur des activités, des emplois physiques. Et ce qu'ils nous disent tout de suite, c'est « Mais non, mais vous rigolez, vous me demandez de faire du sport, mais moi, j'en fais toute la semaine. » Alors là, on prend l'exemple des sportifs de haut niveau. Je leur dis « Regardez, le CS, l'ouvreur du 15 de Nouvelle-Zélande, il fait du yoga maintenant, plus du rugby. » Enfin voilà, essayer de leur parler d'équilibre dans leur vie, mais c'est compliqué. Puis on reparle de nos consultations. C'est chronophage de commencer à parler d'APA dans une consultation de chirurgie de la main. Mais il faut réussir à les convaincre. Donc il y a encore beaucoup de transversalité, je crois, entre nos différents métiers. On se connaît pas, en fait. Et moi, je vous ai connu grâce au projet Vista, mais j'en parle à mes associés et ça passe aussi parce que on voit bien qu'on a les mêmes écueils et peut-être d'autant plus depuis le Covid où c'est des patients jeunes qui débarquent et qui en souffrent de leur manque d'activité. Donc là, vous avez des patients, il y en aura des millions. On voit bien les centres de rééducation qui intègrent ça. Tous les programmes d'eau, par exemple, qui existent. Combien de patients ils arrivent à prendre en charge dans l'année par rapport à la nécessité de nous, adresseurs? Pas tant que ça, ils peuvent pas, ils n'ont pas le volume. Et là, les patients connaissent l'APA là-bas, et derrière, les remettre dans des structures qui ne sont pas des structures de maison sport santé, je pense que c'est pareil, il y a trop d'écart entre ce qu'ils ont vécu pendant ce centre-là, ce qui les a aidés, et simplement un club sportif, même avec un enseignant APA. Je pense qu'il y a encore besoin d'un environnement sport santé avec des kinés, avec des médecins du sport en relais. Mais on progresse. En tout cas, dans un premier temps, parce que c'est vrai que pour nous, pour les maisons sport santé, le but, moi, en tant qu'enseignant APA, c'est pas de le garder avec moi pendant un an. Normalement, nous, on commence par 3 mois. S'il faut renouveler, on va jusqu'à 6 mois. Et après, on les oriente, on les dirige ailleurs ou sur une autre activité. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qu'essayent de faire les centres de rééducation aussi. Le grand mot, c'est ça, c'est l'éducation thérapeutique. C'est que le patient, l'empowerment, ce mot qu'on voit partout là, s'autonomise au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut du temps. Et je pense qu'il ne faut pas couper trop en sortie de prise en charge. Totalement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est que c'était très clair alors. C'est pas facile de prescrire l'APA pour nous, vraiment. Parce que, ce que tu disais, l'ordonnance, effectivement, ça va être un coût. Ouais. Oui, ça va être un coût, c'est pas gratuit. C'est sûr, on en parlera. Mais le tabac, c'est un coût aussi. Ensuite, je vais inviter Pauline Guyader à venir me rejoindre également. Donc Pauline qui est rhumatologue. Donc les questions vont peut-être se ressembler un petit peu. Peut-être que tu auras un avis un peu différent où tu vas pouvoir ajouter certaines choses. Toi, comment est-ce que tu as découvert l'APA? Comment est-ce que tu en as entendu parler? Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors j'ai découvert l'APA en fait dans le Morbihan, puisque j'étais installée là-bas il y a très peu de temps, et ils ont ouvert une maison sport santé, et
Et c'est via une réunion un peu comme ce soir où j'ai appris qu'il existait un nouveau métier pour moi, qui était l'enseignant d'activité physique adaptée. Et j'étais vraiment ravie parce que dans ma pratique au quotidien, je prescris du kiné, je vais adresser mes patients en centre de rééducation. J'en étais arrivée même à prescrire, moi, sur ordonnance, jardinage, aller faire ses courses à pied, marcher un quart d'heure, aller dans un parcours aquatique, donc des choses un peu... Et je m'étais dit, en effet, il faut l'écrire parce que à l'oral, ça flotte et ça marche pas. Et j'ai été ravie de découvrir quelque chose de très structuré, où on pouvait adresser très facilement les patients. Alors moi, je mets sur mes ordonnances, et quand j'adresse à Vista, c'est pas pareil, j'adresse le motif pour lequel je suis le patient, et puis un peu l'objectif que moi je mettrais, et les limites que je mettrais. Voilà. Très bien. Pour toi, l'APA, du coup, ça représente quoi comme intérêt lorsque tu l'as prescrit? Alors c'est énorme dans le domaine de la rhumatologie. Le mouvement, c'est quelque chose d'essentiel dans notre santé, que ce soit pour des patients qui soient juste déconditionnés physiques ou alors des patients qui ont des pathologies chroniques. Si on prend juste les rhumatismes inflammatoires, il y a des recommandations françaises, européennes, américaines, pour dire qu'il faut faire de l'activité physique, à la fois pour l'activité du rhumatisme inflammatoire, où on va gagner en termes de bénéfices cliniques, mais également sur des douleurs résiduelles, sur les douleurs cicatricielles que les patients vont garder, sur des symptômes flous comme le sommeil, les symptômes plus durs comme la fatigue chronique de ces patients. On sait qu'on va gagner sur de l'activité physique. Sur des pathologies de la lombalgie, c'est plus instinctif, on sait que ça va fonctionner. Sur des pathologies comme l'ostéoporose, par exemple, eh bien, il faut marcher. Ça renforce l'os cortical. Travailler l'équilibre, eh bien, on va diminuer le risque de chute. Et en fait, c'est toute la pathologie rhumatologique concerne l'activité physique est pour moi un médicament, un véritable médicament dans ma pratique au quotidien. Bon, tu as déjà commencé à répondre aussi à la troisième question. Est-ce que tu as une liste en tête, justement, pour quel type de pathologie tu vas prescrire de l'APA directement? C'est quasiment une des premières choses que tu vas avoir en tête, c'est prescrire de l'APA pour un type de pathologie. Alors, je le prescris plutôt pour mes rhumatismes inflammatoires qui sont en rémission ou en faible activité. C'est là où on peut vraiment gagner quelques points d'activité DAS28, des choses très techniques qu'on va pouvoir encore gagner sur ce que je disais des symptômes résiduels. Pour de la lombalgie, pour des patients même avec des gonarthroses, pour du reconditionnement physique quand même de façon globale. Et justement, au contraire, les pathologies ou les stades de pathologie pour lesquels tu vas contre-indiquer l'APA, ou en tout cas pas pour tout de suite. Eh bien, ceux qui ont un rhumatisme inflammatoire en poussée, tout ce qui est en phase inflammatoire aiguë, ça ne sert à rien, c'est plutôt du repos, de la glace, des antalgiques et des douleurs trop importantes. Voilà. Alors, j'ai peut-être oublié de parler d'une autre pathologie qui est la fibromyalgie, le syndrome douloureux diffus, des douleurs nociplastiques. Et s'il y a bien scientifiquement quelque chose de prouvé, c'est l'activité physique, le travail en endurance, sans chercher la douleur, en étant infradouloureux, mais en travaillant ça. C'est quelque chose d'essentiel et qui marche très très bien. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Si, Pierre? Excusez-moi, je vous coupe, Pauline. Est-ce que tu pourrais donner ton micro, s'il te plaît, pour que les gens en visio puissent entendre aussi votre question? Désolé.
Non, j'ai demandé juste pour ces douleurs rhumatismales, comment vous arrivez à convaincre quelqu'un d'aller faire de l'APA, alors que effectivement c'est compliqué de bouger un bras ou d'aller marcher, parce que les rhumatismes sont même, bon, pas en poussée évidemment parce que c'est très douloureux, mais même en rémission ou de très faible intensité, malgré tout, ça doit pas quand même être évident de convaincre la personne. Alors en effet, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Hein, c'est la chance qu'on a de suivre nos patients, c'est qu'il y a déjà un lien qui s'est créé, des choses qui ont été abordées au fur et à mesure des consultations. Mais d'emblée, on les traite pour reprendre la vie, pour reprendre le travail, une vie sociale et une activité physique aussi. Je dirais que dans quelqu'un qui est malade chronique, il a aussi une perception de son corps qui est différente. Il y a un deuil en fait d'un état de bonne santé, et il y a tout ce travail de reconstruction qui pour moi passe aussi par l'activité physique, c'est de ressentir son corps différemment et de se rendre compte qu'on est quand même capable de faire des choses et de retrouver le plaisir. C'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'il y ait il faut gagner quelque chose. En fait, c'est pas juste pour faire bien et faire plaisir aux médecins, c'est qu'il faut retrouver des gens, ou donc le lien social, sentir son corps qui fait plaisir et qui ne fait plus mal. Voilà, il y a toute une démarche, et les objectifs se font par étapes et progressivement, ouais, bien sûr. Et donc, faut pas s'écouter trop. À partir du moment où vous faites du sport, ça vous permet d'oublier aussi la douleur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, hein, très sincèrement. Et voilà, moi, en tout cas, ça a été bénéfique. alors je rajouterais juste, moi j'aime bien avoir le retour des enseignants APA, parce que ça me donne un support pour après continuer ma consultation, valider ce qui a été fait et progresser encore après. Ça, j'aimerais bien, mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas accès forcément à vos adresses mail pour pouvoir vous les retransmettre. Donc, quand on a les adresses mail, c'est encore mieux. Surtout que moi, pour mes bilans APA, à chaque fois, je rédige des comptes rendus que j'envoie aux pratiquants, aux patients. Et si je pouvais avoir accès à vos adresses mail ou à vos contacts, je le ferais avec plaisir. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas encore accès. Mais ça, on n'a pas développé ça, puis c'est pas du tout ma spécialité, mais il y a des preuves scientifiques, donc de la valorisation certes, mais aussi de l'effet hormonal anti-inflammatoire de l'activité physique. Donc une fois que le patient l'a compris, hein, quand on dit par exemple on va travailler, assouplir, renforcer, et qu'au bout de 2 séances le patient va mieux, c'est pas en 2 séances qu'il y aura un effet musculaire. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Et ça, c'est pas du blabla, c'est des preuves scientifiques que moi je maîtrise peu, mais En effet, hein, il y a des preuves dans la littérature de l'activité physique comme un anti-TNF-alpha, si ça parle, voilà, si ça vous parle. C'est des anti-interleukine 6. Enfin, on est vraiment sur de la pathologie, un mécanisme immunologique qui se vérifie. La CRP ultrasensible baisse après une activité physique. Donc c'est réel, c'est un anti-inflammatoire. Pierre, je crois que tu avais une question en plus. C'était juste, je pense que ça va rebondir aux questions. C'est une question qu'on a très souvent sur les médecins qui nous disent mais ouais, mais les patients douloureux, comment faire? Et au bout d'un moment, il y a une diapo que j'ai pas mis là, mais qu'on met souvent quand on a le temps. C'est le cercle un peu peut-être à casser entre l'usage et l'usure. Il y a chez les gens, si j'utilise mon articulation, elle va s'user. Et ça, c'est ancré. Et en fait, il y a le cassé. Et sur la diapo, moi, j'avais pris l'image d'un vélo, entre un vélo qu'on met au garage pendant 10 ans ou un vélo qu'on se sert pendant 10 ans. Lequel va être plus en état de marche. Et là, tout le monde le comprend, tout le monde a vu un vélo dans un garage à l'abandon et il est mort. Et donc ça vient casser un petit peu ce côté, c'est pas parce qu'on utilise quelque chose qu'on l'use. Si on l'utilise à bon escient, en fait, on l'entretient et il est fait pour rouler. Ça peut prendre une voiture aussi si ça parle, mais je trouve que le vélo est assez parlant dans les garages qui stagnent. La voiture, c'est plus rare. Voilà, c'était juste un mécanisme qui parfois parle. Mais juste pour aller dans ton sens, c'est un défaut de nous médecins, on n'est absolument pas formés à ça. Enfin, et je crois qu'on devrait tous aller soit dans des maisons sport santé, soit dans des centres de rééducation, voir la première consultation qui est quasiment une consultation d'annonce au patient, et on va lui expliquer ça, c'est non mais il n'y a pas besoin de faire de deuil, c'est le corps il est fait pour bouger, c'est oui ça va faire mal mais on va vous montrer que ça va vous aider,
Et puis la douleur, c'est pas forcément que un signe de problème. Enfin, et moi, j'ai jamais entendu parler de ça dans ma formation médicale, hein, faut le dire. Un truc qu'on dit, pour les douleurs au dos, ça peut arriver chez les patients qui sont en surpoids ou obèses, qui reprennent l'activité physique, ça c'est bien dit dans la HAS, c'est vraiment montrer que oui, il peut y avoir des douleurs au dos parce qu'on va changer la répartition des masses, on va perdre la masse grasse viscérale, et donc forcément le dos il va dire qu'est-ce qui se passe. Et moi je fais le parallèle avec toutes les articulations, en gros une douleur, effectivement comme tu disais, c'est de dire qu'est-ce qu'une douleur, le douleur c'est le corps qui informe d'un changement. Et donc il est tout à fait normal que quelqu'un qui était peu actif, qui se remet à l'activité physique, il ait des douleurs qui apparaissent, enfin voilà, c'est à les interpréter, c'est votre corps, il fonctionne bien, là en ce moment il est en train de vous dire quelque chose de nouveau. Et après vous allez lui valider, on va respecter son temps de repos, mais ensemble il va réapprendre que c'est le nouveau fonctionnement, et la douleur devrait s'arrêter. Si elle continue, on s'inquiète quand même. Hein. Faut pas dire que les douleurs sont normales et qu'on va souffrir, c'est pas le but du tout, mais il est normal qu'il y ait des signaux du corps qui disent qu'est-ce qui se passe là, c'est pas comme d'habitude. Bah oui, c'est pas comme d'habitude. Très bien, merci pour ces échanges. On va passer du coup à la deuxième partie. Là, on va vraiment parler de prise en charge. Pour commencer, donc du coup, là, il va y avoir les interventions de Olivier Poulard, qui était un de mes pratiquants en APA, de Julie, qui est APA indépendante, et puis de Antoine Brignon, du coup, qui est kinésithérapeute du sport. On va commencer avec Olivier. Du coup, je veux bien, Pierre, que tu leur donnes le micro. Merci. Olivier, pour toi, de ton point de vue de pratiquant, qu'est-ce que l'APA t'a apporté? Cela répondait-il à tes attentes avant de commencer les séances? Alors, pour commencer, moi je dirais, ça m'a pas apporté quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Donc, j'étais en obésité, donc ça m'a permis de... alors, je suis en surpoids, mais ça m'a permis de me sentir mieux, un certain bien-être, et de pouvoir refaire des choses que je ne pouvais plus faire. J'avais des traumatismes suite à l'obésité. Ces traumatismes commencent à s'estomper. J'ai retrouvé le sommeil, parce qu'il faut dire que quand on est obèse, on dort moins bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai retrouvé une alimentation parce que j'ai pris le pack qui parcours. Le pack avec le spécialiste du sommeil, la diététicienne, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc l'APA. Le coach en sommeil aussi, tu avais du coup. Ouais, oui, tout à fait, le spécialiste du sommeil. Et j'ai retrouvé une certaine sérénité, une confiance en moi suite à ça, quoi. Donc c'est vraiment bénéfique. J'avais des douleurs et les douleurs commencent à s'estomper. Donc vraiment, je pense que le sport, alors même si j'en faisais du sport avant, mais cette obésité a accentué un certain nombre de problématiques que je n'avais pas avant. Voilà. Donc pour moi c'est très bénéfique. Et en plus l'avantage aussi c'est que vous avez tous les professionnels à disposition, entre le podologue, le mésothérapeute, le médecin du sport, et donc là on fait vraiment un check-up total, quoi. Et c'est vraiment, pour ma part, ça a été très bénéfique. Et pour faire un rebond justement sur l'aspect social pendant les séances, est-ce que tu as... c'était chacun fonctionnait de son côté, tranquille, chacun bossait, ou alors vous étiez vraiment en groupe? Alors, il y a eu des séances où j'étais tout seul, mais autrement, on était en groupe, et il y a une certaine émulation et un certain... On a eu quelques séances avec des petits challenges, donc là c'était assez intéressant, et on en ressort que grandi de cette expérience, et effectivement on avait tous des problématiques différentes, mais on se rend compte que finalement le sport ou l'activité physique adaptée nous remet un petit peu en selle, et voilà, en tout cas très bénéfique. La prochaine question, est-ce que tu vois une réelle différence entre l'encadrement d'un enseignant APA ou alors un
coach sportif, par exemple, si Alors, jamais tu as eu l'occasion d'en avoir. Pour avoir fait les deux, oui, effectivement, dans la mesure où lorsqu'on arrive, je t'ai vu toi, Hugo, on a fait un bilan un petit peu, comme ça a été présenté par les différents intervenants, de notre mode de vie. Tu nous as posé un certain nombre de questions. Et ça permet aussi de balayer un certain nombre de choses et de pratiques, notamment au niveau de l'alimentation, du sommeil, tout ça qui n'était pas adapté à, entre guillemets, la normalité, quoi. Et qu'un coach sportif te fait davantage travailler tout ce qui est musculature et voilà. Moi, c'est pas ce que je recherchais. Je tiens à préciser, quand j'ai posé cette question, c'était absolument pas pour dénigrer le métier de coach sportif. Ah non, du tout. Non, je précisais pour tout le monde, c'est que moi je le suis aussi à côté, et c'est juste que pour, par exemple, accompagner certaines personnes ou certaines pathologies, c'est vrai que le fait d'être enseignant à pas, avec les études qu'on a fait, l'expérience, les personnes qu'on peut rencontrer, ça nous aide beaucoup. Je pense que c'est complémentaire, et effectivement, l'activité physique adaptée te permet aussi de te remettre un petit peu en selle et de te remotiver pour refaire du sport. Après, rien n'empêche d'aller voir un coach sportif. Question purement financière, est-ce que tu as eu le droit à un remboursement de ta mutuelle, toi ? Pour ma part, non. Non, non du tout. Pourquoi ? Parce que c'est pas encore connu réellement, et c'est pas. Ça commence à l'être, mais. On rebondira là-dessus. Voilà. Après, il y a une troisième petite partie. La dernière question, j'aurais peut-être dû te la poser avant. Du coup, toi, là-bas, comment est-ce que tu l'as découvert ? C'est ton kiné, un médecin ou alors pur hasard ? Alors, j'avais des problèmes de tendinite, donc je recherchais il y a 10 ans en arrière, j'ai eu ces mêmes problèmes. Ça dû aussi à l'obésité, hein. Et donc je cherchais un mésothérapeute sur Nantes. Il n'était pas disponible, donc en tapant sur internet, j'ai trouvé Gilda Boccheo. Donc je suis venu, j'ai eu 2-3 séances, et ensuite j'ai vu que le centre était il y avait tous les praticiens qui pouvaient m'aider à un mieux-être. Donc ensuite il m'a dirigé vers le podologue. Le podologue, je suis allé après chez le kiné avec Cyril. Voilà, donc et depuis je suis pris en charge avec Cyril notamment, et et un certain nombre. Donc après, je t'ai rencontré, Hugo. On a fait le bilan. Là je reviens sur la prescription justement des médecins. Tu m'as demandé d'aller voir mon médecin généraliste, qui m'a prescrit une ordonnance pour pouvoir venir et pratiquer l'APA. Et donc dans ce pack notamment, donc là j'ai vu une diététicienne, un médecin du sport, où là on a fait aussi un check-up par rapport à mon état de santé. Voilà, et donc c'est vraiment le mésothérapeute et le fait d'être venu ici qui m'a... la structure, elle est très intéressante parce qu'on a tout à disposition. Vous avez du bon matos, et puis une équipe jeune et dynamique qui... c'est quand même agréable d'arriver dans une structure où les gens et les personnes sont compétentes et sont super à l'écoute et bienveillantes. Merci. À présent, je vais inviter Julie du coup à répondre à quelques questions. Donc Julie qui est enseignante à pas aussi comme moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Quel est ton parcours ? Où est-ce que tu as travaillé avant ? Quelles études tu as faites, etc. Alors, du coup, ouais, vous m'entendez correctement ? Donc moi, mon parcours, comme l'a expliqué un petit peu Charles, donc moi j'ai fait une licence APA à l'université du Maine au Mans, donc activité physique adaptée et santé, puis j'ai poursuivi ensuite avec un master un IRHPM, donc ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance motrice.
Donc, lors de mes années de master, moi j'ai travaillé autour l'idée c'était d'évaluer l'intérêt d'un programme de réentraînement à l'effort sur les troubles de l'équilibre, en l'occurrence dans le cadre de la sclérose en plaques. Après, j'ai travaillé dans différents établissements de santé, dans les hôpitaux, en association, etc. Donc, j'ai travaillé auprès de différentes pathologies, des personnes atteintes d'obésité, des personnes lombalgiques, fibromyalgie, et j'en passe bien d'autres. Voilà. Toi, dans ton quotidien, donc là, en tant qu'APA, l'activité que tu réalises actuellement, ouais. Quelles activités tu utilises ? Alors, ça va être très varié. J'ai pas forcément d'activité attitrée en tant que telle, mais ça va être plutôt en fonction des attentes, des besoins des patients. Donc, ça peut être très bien de la boxe, du renforcement musculaire, de la danse, du stretching. Enfin, voilà, c'est très divers. Et quels pratiquants viennent vers toi ? En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie ? Donc après, moi, les principales pathologies que je rencontre actuellement, ce sont des personnes qui sont atteintes d'obésité, mais j'accompagne aussi des personnes qui ont la maladie de Parkinson, des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, sclérose en plaques, etc. J'ai mal révisé mon discours, j'ai oublié ce que je voulais dire avec as-tu des contre-indications ? On va la passer celle-là. Et où est-ce que tu exerces du coup ? Donc moi j'ai un lieu de consultation à la clinique Jules Verne où je propose la majorité de mes bilans. Je fais aussi des séances collectives, donc là pour le moment c'est exclusivement de la visioconférence que je fais, hormis la marche nordique évidemment. C'est dans l'attente de reprendre les séances en présentiel à la clinique Jules Verne qui avait été initiée avant la crise sanitaire. Et puis sinon après j'interviens dans des établissements de santé ou en extérieur ou au domicile du patient. Donc pour rappel, c'est aux APA. Voilà, aux APA. Très bien, merci. Désormais, je vais inviter Antoine. Donc Antoine, qui est kiné du sport donc, chez Vista Santé, tu interviens aussi à la clinique Uro et dans un autre cabinet également. Cabinet libéral, pas très loin d'ici. Voilà. Pour toi, les actions du kiné et de l'APA, est-ce qu'elles peuvent être concomitantes ? Faut-il qu'il y ait seulement des actes kiné, puis une prise en charge APA avec un enseignant APA ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai envie de refaire un petit bref rappel par rapport un petit peu quels sont nos objectifs par rapport à un degré de compétence. Et bon, pour l'enseignant APA, je pense que Charles l'a très bien précisé, mais ce sont les procédures de l'activité physique. Voilà, par rapport au kinésithérapeute, on est plutôt sur un professionnel de santé. On a pas mal de champs de compétences sur la promotion de la santé, sur également l'éducation thérapeutique et sur un rôle de rééducation. On est conventionné au niveau de la sécurité sociale, on répond à des actes conventionnés. Donc voilà, petite précision. Donc par rapport à ça, j'ai envie de dire, on a à peu près les mêmes outils, pas les mêmes rôles, mais dans ce rapport-là, on peut être complémentaire, bien entendu. Donc du coup, tu confirmes, on travaille pas chacun de notre côté, ou en tout cas, on essaye un petit peu d'accorder nos plans d'action quand on a des patients en commun ? Non, tout à fait. Hein. Donc à titre personnel, il y a plusieurs axes de collaboration pour moi. Moi, au niveau du vécu, j'en ai mis en évidence 2. Donc ici à Vista Santé, on est dans un travail de relais, donc avec Hugo. Donc par exemple sur des patients, parce que vous intervenez notamment au niveau des affections de longue durée. Donc nous, dans notre cabinet libéral, ça fait partie de nos patients. Au niveau pourcentage, on a énormément. Et donc dès qu'on a rempli notre rôle de rééducateur, donc par rapport à un bilan diagnostique, je vais préciser ça, mais par rapport à un bilan diagnostique kiné, on met en évidence des déficiences, des incapacités, et par rapport à ça, on a différentes techniques actives, passives, manuelles, on touche le patient. Et donc par rapport à ça, dès qu'on a rempli notre rôle, on a diminué les déficiences, on a retrouvé la fonction par rapport à telle ou telle pathologie, et du coup, je pense que c'est là où c'est intéressant de faire appel à l'enseignant en activité physique adaptée. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai envie de dire, dans ce travail de relais, il y a un intérêt aussi pour l'enseignant en activité physique adaptée, si au travers de la remise à l'activité physique, il y a des pathologies qui
qui peuvent intervenir, où là c'est intéressant, et on l'a fait sur un patient, où le rôle du kiné, donc c'est sur des problématiques souvent de troubles musculo-squelettiques, des tendinopathies, des gonalgies, des choses comme ça, où on essaie de rassurer le patient, de quantifier un peu le stress mécanique, qu'est-ce qui était à l'origine, et de dire au patient, ben voilà, tu peux continuer, on dose à ce niveau-là, et puis après on le renvoie vers Hugo, ou alors voilà, par rapport à une articulation douloureuse, on va mettre au repos, et puis tu vas pouvoir utiliser l'eau du corps, travailler l'eau du corps, et essayer de trouver, après tu t'adaptes très bien par rapport à ça. Donc ça c'était la première chose, donc le travail de relais, et après, moi aussi à titre personnel, c'est un axe, alors un travail de délégation, c'est un petit peu de connexion négative, mais j'interviens, comme tu disais, à la clinique urologique, et du coup, dans le cadre d'un parcours RAC aussi également, je vois les patients en préopératoire. On est dans un contexte souvent de patients atteints de cancer, notamment cancer à la prostate, cancer de la vessie, et du coup, voilà, globalement, je réalise un bilan, et dès que j'estime que le patient il a des besoins pour l'opération de se remettre un petit peu à l'activité physique, et ben du coup, je le renvoie au travers de l'application ONIVA vers un professionnel en essayant un professionnel un APA, en essayant un APA. Donc voilà. Et après, il y avait 2 autres axes de collaboration. Moi, je l'ai pas vécu, je le pratique pas, mais je sais que dans les centres de rééducation, vraiment, ça se fait. Ce sont des travails en concomitance, où le kiné et l'APA vont soit bosser sur 2 problématiques différentes par rapport à un patient atteint de pathologie. J'ai en tête au niveau respiratoire les patients atteints de BPCO, où le kiné va s'intéresser au désencombrement bronchique, le travail de l'ampliation thoracique, et l'enseignant en activité physique adaptée va plutôt s'orienter sur le travail d'endurance, aérobie, sur le renforcement musculaire par exemple. Ou alors, il y a des kinés qui travaillent sur le même objectif de travail d'endurance sur les pathologies cardiovasculaires. Chez Kalatourman, ils le font, mais les deux professionnels s'intéressent à ce travail-là. Et après, il y a un dernier axe aussi que j'ai mis en évidence, que je ne pratique pas, mais je sais que ça se fait, c'est ce travail synchrone, c'est-à-dire qu'il y a des kinés qui bossent en même temps avec des enseignants d'activité physique adaptée. Je pense à des pathologies neurologiques, les patients atteints d'AVC ou Parkinson par exemple, où le kiné il aura un travail d'étirement, un travail de motricité fine, et derrière l'enseignant d'activité physique adaptée il va essayer de travailler cette motricité globale pour faire du reconditionnement à l'effort. Donc voilà. Merci, tu as tout répondu. C'était pas besoin. Est-ce que là, par rapport aux 2 questions qu'il y avait, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, ou tu as fait le tour? Non, si j'oriente des patients en fin de prise en charge, voilà, si j'estime que les déficiences, les incapacités ont été traitées, mais je sais que le patient, par rapport à un style de vie, il risque de retrouver une pathologie. Oui, c'est une plus-value pour moi, et j'ai pas envie que mon patient revienne plusieurs fois alors que il aurait dû ou il aurait essayé de se remettre au sport. Voilà. Et pour la dernière question, l'intérêt de prise en charge en APA, voilà, ça a été dit, hein. C'est pour moi trouver une grande variété d'activités physiques. C'est vrai que nous, au niveau kiné, on se cantonne alors globalement dans les cabinets à le renforcement global, le travail d'endurance, aérobie, et c'est vrai que l'enseignant en activité physique adaptée, de par son bilan et de par ses capacités, va essayer de trouver vraiment le sport, enfin pas le sport, l'activité physique qui permet aux patients de s'épanouir, tout simplement, et d'initier un changement dans sa vie. Voilà. Merci Antoine. Ouais. Est-ce que vous Merci avez à des vous. questions? Oula. Dis-moi tout. Je vais la lire. Est-ce que des plateformes numériques existent pour partager des informations entre professionnels de santé sur les prises en charge des patients? Oui, moi j'utilise des messageries sécurisées santé pour communiquer avec les différents professionnels de santé, les chirurgiens, les médecins. Donc ça existe. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non. Pardon. Oui, il y a des outils numériques. Après, les maisons sport santé, il y a notamment des enseignants APA, mais il n'y a pas forcément de professionnels de santé. Alors, il se trouve qu'à Vista, il y en a. Mais en gros, ceux qui ne sont pas professionnels de santé, ils ne peuvent pas accéder aux logiciels
notamment régionaux, qu'il y a dans toutes les régions, pour faciliter ces échanges et ces parcours. Donc c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire en Pays de la Loire, c'est-à-dire à inclure les maisons sport santé dans ce logiciel métier. Malheureusement, les maisons sport santé ont des exigences d'avoir des outils qui répondent à d'autres demandes, et du coup cet outil-là qu'on avait du côté santé, où on avait réussi à faire rentrer les maisons sport santé, aujourd'hui ça ferait double saisie pour eux, et donc les maisons sport santé utilisent d'autres logiciels. Donc malheureusement, pour les médecins, ça veut dire soit ou les autres soignants, prendre le document papier que les bilans ou par mail que les maisons sport santé font, ou sinon se connecter à un nouvel espace. Et là, je comprends très bien leur frilosité. Déjà qu'il y a trop d'outils, si en plus on en rajoute pour chaque situation, pour l'activité physique, pour le tabac et je ne sais quoi, on s'en sort plus. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est ça qui est mis en avant. Donc nous, ce qu'on dit, c'est imprimer les choses, mettez-les en papier, et on les met pas dans le sac de sport. On essaye de pousser les maisons sport santé à mettre les bilans avec la carte vitale, avec l'ordonnance. Il y a plus de chances que ça ressorte dans des consultations de soins. Si c'est mis dans le sac de sport, il y a très peu de chances que ça arrive un jour sur le bureau du médecin ou de l'infirmière. Alors oui, tu as répondu un petit peu à ce que je voulais aborder. Moi, j'utilise sinon l'application GouVap. Je sais pas si ça vous parle, mais du coup, c'est une application qui va être plutôt à destination des enseignants APA ou des maisons sport santé, où on va pouvoir alimenter un petit peu le dossier sportif du patient, et puis de mettre en relation le médecin prescripteur, les structures partenaires ou même les autres professionnels de santé qui participent à la mise en place de l'activité physique pour le patient. Ouais, c'est exactement ce type d'outil-là. Il y en a d'autres, mais l'idée c'est ça, c'est que c'est des outils qui sont très pratiques pour le cœur de métier de l'activité physique adaptée ou même du monde sportif en général. Mais ça nécessite que le médecin, on peut lui créer un espace, mais lui, il faut qu'il aille faire la démarche de se connecter, même si ça va vite, que c'est pratique, etc., que c'est bien fait. Ça reste une étape supplémentaire, et encore une fois, il y aura peut-être le médecin qui le verra, mais peut-être l'infirmière ne sera pas connectée, et le kiné non plus. Enfin voilà, c'est un outil en plus. Donc la question après, c'est l'interopérabilité de ces outils, et ça, on peut avoir de l'espoir, mais je pense plutôt l'avenir ce sera, sachez que tous les citoyens français ont ouvert mon espace santé, monespacesanté.fr, c'est l'espace Amélie, et là-dessus, la démarche qu'on va devoir tous apprendre à faire, c'est soit il y a des choses qui vont se verser automatiquement dessus, par exemple vos comptes rendus biologie ou tous vos examens, vos scanners, etc. sont dessus, mais nous, en tant que citoyens, on a la possibilité de verser des choses dessus. Donc ça va plutôt être aussi cette étape-là que les maisons sport santé vont peut-être un jour pouvoir prendre, d'accompagner les gens à, on prend une photo de votre bilan, par votre appli Mon Espace Santé, tac, on la met en ligne, et ça fait partie de vos documents socles qui resteront toute votre vie. Ça, c'est une étape, c'est demain, c'est aujourd'hui, mais la question c'est, qui se connecte à ça ? Et aujourd'hui, le plus grand propriétaire de cet espace-là, et fort heureusement, c'est le patient lui-même. Lui, il a tous les accès. La maison sport santé, alors, elle n'a pas d'accès à ça. L'enseignant n'a pas, si un jour il est décrété professionnel de santé, peut-être qu'ils auront accès à certaines informations de Mon Espace Santé. J'en sais rien. Mais ça demande, il faudra un numéro RPPS, etc., etc. Enfin, il y a toute une démarche. On n'en est pas là. Un petit plus qui est intéressant avec Vincent notamment, l'aquabike et aussi la cryothérapie que vous avez à disposition. Ça c'est très très bluffant, la cryothérapie. Pour y avoir goûté, pendant 10 minutes vous êtes dans un caisson et vous ressortez, vous êtes en coton et hyper bien. 3 minutes. C'est pas 10 si on te mettait 10... J'étais tellement bien que... Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? Tiens, Olivier, est-ce que tu peux passer le micro juste derrière toi, s'il te plaît ? Merci. Oui, c'est sur le coût, en fait, sur un aspect très pratique. C'est le topo d'après. Du coup, pour la troisième partie, elle va être très très rapide. Donc, le patient peut-il profiter d'une prise en charge financière ?
Au niveau du financier, la sécurité sociale, pour l'instant, on n'entend pas parler de nous. Le patient ne peut recevoir aucun remboursement de la Sécu, de la CPAM ou quel que soit son régime. La seule chose qu'il peut avoir, c'est potentiellement un remboursement ou une partie de prise en charge grâce à sa mutuelle, à sa complémentaire santé. Sur les prochaines diapositives, je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais globalement, il y a un petit récapitulatif, c'est exhaustif, hein, il y en a beaucoup plus, vous allez voir sur les autres diapos, des mutuelles qui prennent en charge l'activité physique adaptée. La plupart du temps, c'est quand il y a une ALD, donc une affection de longue durée, où là, oui, il y aura une prise en charge, et encore, elle ne sera pas forcément complète. Généralement, c'est une enveloppe ou c'est un forfait qui est attribué pour une année. Donc là, comme vous pouvez voir, il y en a quand même quelques-unes, il y en a de plus en plus qui prennent en charge, mais c'est pas non plus énorme encore. Désolé, Harmonie Mutuelle ne prend pas en charge. Que pour ALD. Ah, d'accord. T'as pas. Donc voilà, il y en a plusieurs. C'est un document qui existe sur Internet. Si vous êtes intéressé, je pourrais mettre le lien. De toute façon, à la fin, vous recevrez le diaporama. Peut-être au-delà de la liste et des logos, ça dépend de quel contrat et de combien de temps est la LD, etc., etc. Il n'y a pas d'harmonisation aujourd'hui. Donc le réflexe qu'ont les maisons sport santé, ils disent aux gens, appelez votre complémentaire, peut-être vous aurez une bonne surprise. Il faut vraiment que ce réflexe soit là, parce que ça questionne aussi. Hein. Les mutuelles, elles reçoivent les appels, elles vont noter combien de fois les gens leur sollicitent ça. Donc ça fait monter aussi la pression. Enfin, c'est le jeu de la demande. Au bout d'un moment, elles vont vouloir répondre aux besoins de leur personne. Mais au-delà de cette feuille-là qui a le mérite d'exister, le réflexe, c'est appeler votre complémentaire et demander ce qui existe. Nous, on passe souvent par des devis. Enfin, les pratiquants, ça peut être vraiment un frein pour eux. On l'a pu voir avec certains pratiquants où oui, ça représente un certain coût quand même. Et donc du coup, généralement, quand la personne vient nous voir, avant de s'engager pleinement dans l'activité physique adaptée, on leur fait faire des devis pour qu'ils puissent questionner leur mutuelle directement. Donc voilà, troisième partie, très rapide. Du coût réel, j'ai pas les prix de toutes les maisons sport santé, mais par exemple pour nous chez Vista Santé, donc il y a un bilan initial qui est au prix de 45 €. Celui-ci il est obligatoire. Après derrière on a un abonnement mensuel avec un certain nombre de séances par semaine. Pour une séance par semaine, nous on le facture 59 € par mois, et pour 2 séances par semaine c'est 89 € par mois. Allez, ça on essaye de le faire pendant 3 mois. Si on a une personne qui vient nous voir pendant un mois et qu'elle espère avoir des résultats au bout d'un mois, forcément, ça va être un peu compliqué. Donc on essaye d'insister avec elle, il n'y a aucune obligation, mais on insiste avec elle pour qu'elle reste au moins pendant 3 mois. Et à l'issue de ce 3 mois, on fait un bilan intermédiaire, qui lui est au prix de 35 €. Et ce bilan, avec donc du coup les tests physiques qu'on réalise et les résultats, aussi par rapport à quand on discute avec le pratiquant, on décide si on prolonge de nouveau de 3 mois pour arriver maximum à 6 mois. Et à ce moment-là, si au bout de 6 mois, on peut très bien décider de se réorienter, partir vers une autre activité qui peut être présente au centre, ou qui peut aussi, on réoriente vers d'autres clubs, vers d'autres APA qui peuvent être aussi travailler en indépendant, etc. Est-ce que vous aviez des questions d'autres par rapport à ça ? Du coup, pour conclure, merci à tous du coup d'être venus pour cette conférence. Merci à ceux aussi qui sont en visio du coup. Je vais vous inviter du coup, on va ouvrir les portes d'ici quelques secondes. Il y a de quoi manger, de quoi boire un petit peu. C'est la Saint-Patrick demain. J'espère qu'il y aura un peu de bière. Moi, j'ai super soif. Donc voilà, merci à tous d'être venus. Et je voulais juste vous féliciter. Enfin, ça donne rien, ce n'est que moi. Mais l'idée, c'est justement l'objectif vraiment de ce genre de conférence, c'est de parler de l'expérience. Et aujourd'hui, tout le monde avait une expérience autour de l'activité physique adaptée. Et c'est là où ça va être intéressant. Alors, les enseignants en activité physique adaptée le font tous les jours, mais les autres professionnels, les professionnels de santé, questionner l'expérience des gens, le vécu
chez les gens sur l'effort physique, l'intensité, etc. Parfois, on se dit, mais c'est rien, ça ne me regarde pas, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas expert ou experte de la thématique. Mais finalement, c'est questionner, c'est semer la petite graine sur qu'est-ce que vous avez ressenti, quelles ont été vos douleurs, à quel moment vous l'avez fait. Et ça, c'est le maître mot des enseignants en activité physique adaptée, d'essayer de comprendre comment les gens bougent dans leur quotidien. Mais si tous les professionnels de santé le faisaient, à n'importe quel moment de leur prise en charge, de questionner réellement ce que font les gens et pourquoi ils le font, eh bien, je pense que ça germerait dans beaucoup de têtes de gens de finalement, je peux bouger et j'ai ressenti certains affects positifs, même négatifs. Parfois, ils ont été bons pour la suite. Donc, valoriser l'expérience des gens et je pense qu'on sera tous gagnants dans quelques années. Merci. C'est bon, normalement on va ouvrir les portes et puis vous allez pouvoir aller juste là sur le plateau technique.